Kinshasa, mégapole de plus de 15 millions d'habitants, s'est réveillée une nouvelle fois ce lundi sans transport en commun. Et pour cause, un mouvement de protestation des chauffeurs de transport en commun qui dénoncent les tracasseries routières abusives et s'interrogent sur l'utilisation des taxes qu'ils affirment pourtant payer. Mais pour quel état de route? Un reportage de Renette Koulonga et Dieu merci Sweka. Le transport urbain. Je vais transmettre leurs doléances auprès du gouverneur de Kinshasa pour des solutions urgentes. Un calvaire à Kinshasa ce matin, pas de transport en commun. Les arrêts de bus sont envahis par le paisible citoyen, y compris les élèves. Suite à la grève des conducteurs qui réclament leurs droits et dénoncent les tracasseries routières. Nous avons payé les taxes et tous les documents, notamment les permis de conduire. En dépit des documents, nous sommes victimes des tracasseries. On ne sait pas à quel sein c'est voué. Ces citoyens ont battu le pavé jusqu'à leur destination. D'autres ont pris des motos avec un prix exorbitant. D'autres encore n'ont pas atteint leur poste de travail suite à cette situation. Voire certains élèves ne sont pas allés à l'école alors qu'à cette période de l'année, à l'enseignement de base, ils passent les examens du deuxième trimestre. Je ne comprends pas, même le lot, déjà. Aujourd'hui, il n'y a pas de transport en commun. De l'avenue 24 novembre jusqu'à l'avenue Chaba. Je payais 3 000 francs sur un trajet pour lequel j'ai toujours payé 1 500 francs congolais. La population quinoise demande aux autorités provinciales d'user de leur pouvoir pour trouver des solutions adéquates à ces problèmes. Il n'y a pas de bus de transport, rien que de motos, c'est pénible. Bien que la ville soit en plein chantier, des routes sur les axes prioritaires sont dans un état qui nécessite une particulière attention. Justement, les activités ont été paralysées et perturbées ce matin dans la capitale par une grève des transporteurs. Vous l'avez suivi. Gaston Fomo, président de Génération 4, a accompagné une délégation des chauffeurs auprès de Jésus Noël Cheke. Un reportage de Malumbela. Le transport urbain. Je vais transmettre leurs doléances auprès du gouverneur de Kinshasa pour des solutions urgentes. Nous avons échangé avec l'autorité urbaine de Kinshasa qui a pris un certain nombre de décisions et nous a demandé de reprendre le travail. La décision a eu déjà yango oya otikoloba déjà et tozali ko senga na bakumbi mituka bazongela musala bango normalement sololina mokonzi makambo mingi ya pesibiso. Je demande à tous les conducteurs de véhicules qui me suivent de reprendre le travail et que demain nous puissions nous retrouver tous sur la chaussée. Voilà, nous venons de l'apprendre. Les transporteurs et leurs différentes associations viennent de lever leur grève. Les taxis et taxibus vont reprendre demain avec le transport en commun. C'est ce qui ressort de la réunion d'urgence organisée à l'hôtel de ville de Kinshasa entre le ministre provincial en charge des transports et de mobilité urbaine, Jésus Noël Cheke, avec les associations des chauffeurs et un échantillon des conducteurs opérant dans la ville de Kinshasa. Jeudi tantôt, les députés nationaux ont fait leur retour ce lundi au Palais du Peuple, une session qui s'ouvre dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans l'est de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé la disponibilité de la Chambre basse du Parlement d'accompagner le processus de paix pour renforcer la cohésion nationale. Un reportage d'Anim Balaka, Tété Bongunja et Patrick Badibanga. La session ordinaire de mars s'est ouverte ce lundi 16 mars 2026 au Palais du Peuple à Kinshasa, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans son discours d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji Sangara, a appelé à l'unité nationale et à la mobilisation de toutes les institutions face aux multiples défis auxquels le pays est confronté. Il a consacré une large partie de son intervention à la situation sécuritaire dans l'Est du pays, dénonçant l'agression du Rwanda et la présence de rebelles de
l'AFC M23 qui occupe certaines localités stratégiques, notamment les villes de Goma et Bukavu. Cette session s'ouvre dans un contexte international marqué par des profondes mutations géopolitiques, des tensions sécuritaires persistantes dans plusieurs régions du monde, ainsi que des incertitudes économiques qui affectent les chaînes d'approvisionnement, les marchés financiers et les équilibres énergétiques. Cependant, au moment même où ces opportunités se dessinent à l'horizon, notre nation continue d'être éprouvée par une situation sécuritaire préoccupante dans sa partie orientale. Les violences armées, les déplacements massifs et récurrents des populations et les atrocités commises contre les civils continuent d'affliger nos compatriotes avec un très lourd bilan en pertes humaines. À cela s'ajoute la destruction environnementale. Aimé Boji-Sangara a salué la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo et a appelé les Congolais à soutenir les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan diplomatique et économique, le président de l'Assemblée nationale a évoqué l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda à Washington en juin 2025, dont la ratification pourrait être examinée au cours de cette session parlementaire. Les propositions de loi, la ratification d'accords internationaux, ainsi que les renforcements du contrôle parlementaire. La session ordinaire de mars 2026 à la Chambre haute du Parlement s'est également ouverte ce lundi. Dans son mot d'ouverture, Jean-Michel Samaloukonde a réaffirmé la disponibilité du Sénat à soutenir le dialogue national qui constitue un levier stratégique pour renforcer la démocratie et promouvoir la paix durable en RDC face aux agressions et aux tentatives de déstabilisation du pays. Janine Kalinga et Julien Piana. La session parlementaire de mars 2026 au Sénat de la République démocratique du Congo a ouvert ses portes ce lundi 16 mars 2026 au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, en présence de plusieurs personnalités politiques du pays et de quelques représentants diplomatiques en poste en République démocratique du Congo. Le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samaloukonde, a rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo pour les efforts déployés sur les terrains des opérations dans l'est du pays et à la réserve armée de la défense, les Wazalendo, qui restent engagés avec courage et détermination en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Samaloukonde n'a pas non plus manqué de rendre hommage aux nombreuses victimes de la guerre d'agression et des atrocités commises dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'élu des élus Samaloukonde a par ailleurs salué de vive voix les sanctions infligées à l'armée rwandaise pour des crimes et des atrocités perpétrés en République démocratique du Congo par le Trésor américain. Pour le président du Sénat, la recrudescence de l'insécurité urbaine dans les grandes villes et l'insécurité à l'ouest ne doivent laisser personne indifférente. Sur le plan politique, le numéro 1 du Sénat dit clairement s'inscrire dans la voie du dialogue national inclusif sous les formats voulus par le chef de l'État. La situation socio-économique du pays n'a pas été omise par le numéro 1 du Sénat dans son speech d'ouverture de cette session de mars. Cette session parlementaire de mars 2026 au Sénat se focalisera également sur l'examen de projets de loi liés à la ratification de l'accord de paix de Washington signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Juste après la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire de mars, quelques députés ont réagi à propos de la ratification des projets de loi portant sur les accords de paix signés à Washington. Certains élus saluent une étape importante vers le retour d'une paix durable, tandis que d'autres appellent à un examen approfondi de ces textes. Ils sont au micro de Joséphine Liondo et Sienda Emaka. Je crois qu'on pourra en débattre parce que nous n'étions pas informés en amont. Donc là, ce serait une bonne chose qu'ils viennent nous faire part, parce que c'est lui qui est à Washington avec le président de la République, que nous puissions voir un peu de quoi il était question, si réellement le pays n'est pas sacrifié. Nous allons ratifier parce qu'il fallait sauver quand même ce pays ici. Il fallait cet accord, il était très important. Moi, en tant que professeur de droit, j'œuvre pour la paix. En tout cas, pour moi, l'accord, nous allons étudier minutieusement
Parce que c'est cet accord qui sauve ce pays ici. Nous sommes ici, mais la partie Est, les gens ne dorment pas. Il y a la guerre, il y a des tueries pour la paix. Pour ça, vraiment, il fallait donner sa vie pour la paix. Lui-même, le président de la République, il avait juré de ramener la paix. Il a tenté de ramener la paix pour ça. Au moins pour cet aspect, je suis d'accord avec le président. L'honorable président, lors de son discours, a martelé sur le fait que nous, en tant qu'élus du peuple, nous allons travailler dans le sens d'accompagner toute initiative qui sera prise par le chef de l'État. Je pense que les projets de loi n'étant pas encore présentés ici à la plénière, nous en parlerons le moment venu. Vous ne manquerez pas d'avoir notre avis sur ce sujet-là. Très bien, nous sommes pour la paix. Nous voyons comment le président de la République se démène. Il est au four et au moulin et nous l'accompagnons. Et surtout que nous sommes les élus du peuple. Nous sommes là pour que la population puisse avoir la paix, pour que le Congo puisse toujours rester unis. C'est ça notre souhait en tant que député national. Le sénateur Dani Kabongo a déposé au Sénat une pétition visant la déchéance de Modeste Bahati de ses fonctions de deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. Selon le pétitionnaire, l'accusation porte non sur ses prises de position jugées ambiguës, mais sur ce qu'il considère de l'incapacité à porter cette lourde charge à la Chambre haute du Parlement. Un commentaire d'Edi Chala. Nous avons déposé avec les collègues notre pétition visant les deuxièmes vice-présidents du Sénat, l'honorable Modeste Bahati. Je pense que vous allez lire bientôt là notre pétition. Nous avons soulevé, il y a juste un problème d'incompétence dans ses responsabilités comme deuxième vice-président du Sénat. Nous lui reprochons de ne pas accomplir sa tâche comme deuxième vice-président du Sénat. Donc il est totalement en dehors. Nous avons trouvé qu'il y a de l'incompétence. C'est pourquoi nous avons saisi notre Chambre. Dans les hauts plateaux de Minembwe, les éléments de l'AFC 123 se sont illustrés dans leur hôpital, jetant les malades dans la pâture. Les habitants du haut plateau appellent à l'intervention du gouvernement pour la prise en charge médicale. Eric Kabamba nous en dit plus. 14 jours après la reprise de la cité de Mikenge par les forces armées de la RDC, les populations civiles découvrent peu à peu l'ampleur des dégâts laissés derrière elles. Située dans le haut plateau du territoire des Fizi, en secteur d'Itombwe, la localité avait été occupée par la coalition rebelle composée du M23 et de miliciens Turanero. Selon plusieurs habitants, le rebelle aurait sémé la terreur avant leur retrait. Pillage, destruction d'infrastructures et violence auraient marqué leur passage dans cette zone longtemps sous tension. Nous étions désespérés d'arriver un jour à Mikenge encore. Mais par la force congolaise, nous sommes maintenant à Mikenge. Parmi les infrastructures touchées, l'hôpital de Mikenge, un établissement pourtant vital pour la population locale. Le révérend pasteur Mkieni Ngulumina dénonce la destruction et les pillages de cette structure sanitaire par le rebelle. À l'époque, l'hôpital était en bon état, bien équipé et très propre. Mais avec l'arrivée de l'ennemi, M23 FC, tout a été détruit. Le pasteur raconte également les souffrances infligées aux habitants après le saccage de l'hôpital et lance un appel au gouvernement congolais pour la restauration rapide de cette infrastructure essentielle. Nous souffrons comme des animaux. Nous demandons aujourd'hui que le gouvernement nous vienne en aide en termes de soins de qualité. Malgré ces scènes de désolation, certains habitants expriment un sentiment de soulagement depuis le retour des forces loyalistes dans la cité. Pour plusieurs observateurs, ces actes constituent de graves violations du droit international humanitaire. Les rebelles sont régulièrement accusés de destruction d'infrastructures publiques, notamment des centres de santé, des écoles, en plus des violences contre les populations civiles. Du micro de chantre à la chaire pastorale, le célèbre artiste gospel Mike Kalambai franchit une nouvelle étape de son ministère. Il a été ordonné pasteur, une cérémonie qui coïncide avec la dédicace de l'église dans sa présence church organisée en présence de la première dame Denise Nyakeru-Tshisekedi. Une fois de plus, Eric Kabamba et Naïcha Kiala. Applaudissements nourris et ambiance chaleureuse à l'arrivée de la première dame Denise Nyakeru-Tshisekedi Tshilombo dans l'enceinte de l'église dans sa présence church.
Accueilli par le responsable de cette communauté, les chantres gospel Mike Kalambai lui-même, le fidèle, se sont levés pour lui souhaiter la bienvenue lors de cette cérémonie, marquant un moment important pour cette communauté chrétienne. L'événement était consacré à la dédicace du centre évangélique d'adoration et d'édification, une nouvelle étape dans la vie spirituelle de cette église basée à Kinshasa. Mais cette célébration a également coïncidé avec l'ordination de son responsable, Mike Kalambai, désormais consacré pasteur. À genoux, devant l'autel, le chantre a reçu l'imposition de main de plusieurs serviteurs de Dieu, dont l'évêque général Ejibaya Mampia. Un geste symbolique qui marque son engagement officiel dans le ministère pastoral. Les hommes de Dieu présents ont adressé leur encouragement au nouveau pasteur, lui souhaitant sagesse et réussite dans la conduite de cette communauté. Plusieurs personnalités ont également pris part à cette cérémonie spirituelle, notamment le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, ainsi que d'autres membres du gouvernement venus témoigner leur soutien. Dans une atmosphère de prière, de louanges et d'adoration, les fidèles ont célébré cette double cérémonie. Un nouveau chapitre qui s'ouvre ainsi pour, dans sa présence church, et pour le pasteur Mike Kalambai, désormais engagé à guider cette communauté dans la foi et dans l'adoration. Elle s'est démarquée dans l'organisation avec succès des mariages civils des policiers, mais également dans la recherche de la sécurité sociale des épouses et enfants des policiers. Thérèse Kapata Alongaboni, présidente de l'association des épouses des policiers, lutte pour l'autonomisation de ses membres de famille. Pati Tondwangu pour ce grand reportage. Encadrer les dépendants des policiers, leurs enfants et épouses, c'est la mission que s'est assignée Madame Teresa Kapata Alongaboni à travers l'association des épouses des policiers pour le développement AEPD. Notre association est pour encadrer les dépendants des policiers et les épouses des policiers pour les amener à en devenir autonomes. Nous offrons des formations, nous récupérons des épouses qui n'ont jamais été à l'école et les enfants et nous les encadrons dans plusieurs formations. La couture, l'informatique, l'art culinaire et puis l'esthétique. Nous sommes là pour nous soutenir. Nous voulons apporter un plus dans nos foyers. Nous voulons devenir des femmes indépendantes. Nous voulons soutenir nos maris et propulser nos enfants. Consciente du rôle crucial que joue la femme dans le développement socio-économique et culturel de la société, l'épouse du général Benjamin Alongaboni, commissaire général de la police nationale congolaise, a pensé sécuriser celle-ci à travers les mariages des raisons AEPD, SENSAP. Et pour moi, j'avais trouvé bénéfique à ce que toute épouse des policiers, qu'il soit légitime. Nous avons eu un atelier avec la SENSAP. On nous a appris pour que l'épouse d'un policier ou l'enfant d'un policier bénéficie de ces rentes-là, l'épouse doit être légitime. Raison pour laquelle j'avais demandé à la SENSAP de nous soutenir pour organiser ce que nous avons fait aujourd'hui. Et heureusement, une bonne chose pour nous, la première dame aussi nous a soutenus. Et j'ai dit merci à la distinguée première dame. Le bien-être de foyer des policiers en République démocratique du Congo et la régularisation à l'état civil des unions des policiers dans le Congo profond, des défis majeurs que Mme Teresa Kapata Alongaboni, présidente de l'AEPD, compte relever. Des défis, il y en a beaucoup. D'abord, il faut avoir l'amour de faire ce travail. Parfois, il nous arrive, si nous voulons aller installer notre association dans des provinces, la charge nous revient. Nous avons des projets, nous voulons continuer cette histoire de mariage à l'intérieur du pays, dans les 26 provinces. C'est ce que nous avons comme projet pour le moment et ce n'est pas facile. Pour nous, nous avons un projet, nous voulons changer les conditions de vie des policiers dans des camps. Il n'y a pas de conditions pour devenir membre de l'association des épouses des policiers pour le développement. Madame Teresa Alongaboni a lancé un appel à celles qui traînent encore le pas. Toute épouse des policiers qui dit « je suis épouse des policiers », venez vous adhérer dans notre association. Nos bureaux se trouvent derrière notre commissariat général. Vous serez la bienvenue. Il n'y a pas de conditions pour devenir membre de l'AEPD.
La recherche de l'autonomisation des épouses et enfants des policiers en République démocratique du Congo, c'est le leitmotiv de Mme Teresa Kapata Longaboni, présidente de l'Association des épouses des policiers pour le développement, AEPD. La 6e édition des Bilingues à Mwinda, organisée au Centre culturel et artistique de Kinshasa, à l'occasion de la Journée internationale du droit de la femme, a réuni 2500 jeunes filles et un reportage de Fanny Kikoufi, champion d'Angui. Année après année, les jeunes filles bilingues à Mwinda de l'archidiocèse de Kinshasa ont changé les habitudes de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme en ajoutant à l'aspect vestimentaire et festif une dimension spirituelle et scientifique. Ce dimanche 15 mars, à l'initiative de Madame Rose Ndona, marraine de l'événement, une des femmes d'exception et ancienne Elingue à Mwinda, près de 3000 jeunes filles étaient réunies au centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale pour une journée de partage à l'occasion de la célébration de la femme. La journée a commencé par une célébration eucharistique célébrée par les abbés Gaston et Pérenne, principaux responsables diocésains des Bilingues à Mwinda. Le deuxième temps fort a été la conférence animée par un panel de médecins spécialistes sur le thème du cancer du sein et de l'utérus. Sans tabou ni langue de bois, Madame Rose Ndona et ses invités ont partagé le thème « Droit, justice et santé de la femme, cancer du sein et de l'utérus, s'informer aujourd'hui pour mieux vivre demain, brisant le silence ». Ancienne Bagaza, Madame Rose Ndona a insisté sur l'autonomisation par l'action, ne pas se limiter à connaître l'existence de cette journée, mais la mettre en pratique, a-t-elle martelé. Dans une approche interactive, les médecins spécialistes, professeur Dr Gertrude Louyeye et le professeur Dr Céline Tendobi, ont répondu aux préoccupations majeures des jeunes filles de 15 à 25 ans liées à l'hygiène de vie et qui ne sont pas souvent abordées en famille. Pour lier l'utile à l'agréable, les jeunes Bilingues à Mwinda ont participé à un moment de réjouissance au rythme de l'artiste chanteuse Maman Sandra Mbouyi. Cette 6e édition a récolté un succès retentissant sur les traces des précédentes éditions. Désormais, le rendez-vous des jeunes filles avec Madame Rose Ndona reste une référence dans la célébration de la journée de la femme en RDC. La relance du programme de développement local dans le territoire de Boudjala et Bumba marque un tournant majeur pour le développement local de cette région. Le ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Nyembo, et la députée nationale, Cathy Sakombi, ont rencontré la population pour la rassurer sur la reprise imminente de ce programme longtemps attendu. Patience Mboyo pour ce reportage. En compagnie du ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Nyembo Mbouizia, la députée nationale Cathy Sakombi Moleka, élue de Boudjala pour les comptes du MLC, est allée à la rencontre de la population de Boudjala et de Guémena pour la rassurer de la reprise du programme de développement local PDL 145 territoires. Dans la suite des officiels, les experts de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux et proposer des solutions au blocage constaté. Après échange avec les autorités politico-administratives et traditionnelles, une visite d'inspection a été effectuée sur le terrain. À Boudjala, nous ne bénéficions pas du programme PDL. Celui-ci n'est pas opérationnel. Le ministre d'État en charge du plan s'est rendu lui-même sur place à Boudjala pour faire les constats. Pour le ministre d'État Guilain Nyembo, cette démarche traduit la volonté du gouvernement de poursuivre avec les PDL 145 territoires dans cette partie du pays. Un échange franc s'en est suivi entre la délégation venue de Kinshasa et la population locale qui a exprimé ses attentes quant à l'achèvement rapide des infrastructures.
La gestion durable des déchets d'équipements électriques et électroniques était au cœur de la 8e conférence régionale de l'Organisation des communications de l'Afrique de l'Est. Pendant 3 jours, experts, partenaires internationaux ainsi que décideurs publics vont réfléchir sur comment gérer ces déchets issus de l'essor du numérique. Un reportage de Keren Kankolongo et Guy Matounou. À Kinshasa, la 8e conférence régionale de l'Organisation des communications de l'Afrique de l'Est, consacrée à la gestion durable des déchets d'équipements électriques et électroniques, s'est ouverte, réunissant décideurs publics, experts et partenaires internationaux autour des enjeux environnementaux liés à l'essor du numérique. La cérémonie s'est tenue en présence de la ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre de l'économie numérique ainsi que du président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. Nous avons ici l'occasion de saluer cette initiative de l'ARPTC qui est essentielle dans la préservation durable de l'environnement. Pendant 3 jours, les participants échangent sur les stratégies à mettre en place pour mieux encadrer la gestion des déchets. La gestion des déchets électroniques ne doit pas être perçue uniquement comme une contrainte environnementale, mais également comme une véritable opportunité économique pour notre pays. Pour le président de l'ARPTC, cette conférence constitue un cadre important de réflexion face aux défis environnementaux liés au développement numérique. Nous allons travailler avec le ministère de l'Environnement qui déjà prévoit une forte sensibilisation. Nous allons essayer de réunir toutes les parties qui sont concernées et des programmes de vulgarisation seront lancés à travers le pays pour faire prendre conscience à la population de ce qu'il faut faire pour rassembler ces déchets de manière à ce que ces déchets puissent être récupérés et envoyés dans les usines qui vont les traiter. À travers cette rencontre, les acteurs du secteur entendent faire de la gestion responsable des déchets électroniques non seulement un impératif environnemental, mais aussi une opportunité économique pour le développement durable et l'avenir numérique de la région. Après plusieurs semaines d'audits administratifs et financiers, la commission mise en place pour examiner la situation de l'Office congolais de contrôle a remis ses conclusions au gouvernement avec des propositions claires pour redresser cet établissement public. Un rapport remis aujourd'hui au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Plus de précisions avec Diane Balaka. Vers un nouveau départ pour l'Office congolais de contrôle. La commission chargée d'évaluer la situation de cet établissement public vient de remettre ce jour son rapport au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Mise en place le 17 février dernier, cette commission avait notamment pour mission de dresser un état des lieux d'administratifs et financiers de l'OCC, d'examiner les contrats et accords de partenariat conclus avec des tierces, mais aussi d'auditer la production ainsi que les mécanismes de contrôle de la qualité et de la conformité des marchandises. Objectif, proposer de mesures correctives et des pistes de redressement pour cet organisme scientifique et technique. On va travailler sur 4 sujets. La bonne gouvernance, la politique africaine de la qualité qui va mener à la préparation d'une politique nationale de la qualité pour la RDC, les bonnes pratiques de normalisation. Cette activité va aboutir à la stratégie nationale de normalisation. Les bonnes pratiques réglementaires, cette activité va aboutir au cadre national de réglementation technique. Saluant le travail abattu par cette commission, le ministre Julien Paluku Kaongia a annoncé que la direction générale de l'OCC sera instruite de signer des contrats de performance avec les différentes directions et services assortis d'un chronogramme précis. Des mesures à court, moyen et long terme devrait ainsi permettre de redynamiser cet établissement stratégique. Après 5 années de transformation, la tour du Grand Hôtel Pullman rouvre ses portes à Kinshasa, offrant une expérience hôtelière modernisée et une capacité doublée. L'inauguration marque un moment décisif pour le groupe Accor à quelques semaines du 10e anniversaire de la disparition de Papa Wemba. Un reportage sous les images de Robert Kalimba. La renaissance d'un symbole hôtelier au cœur de Kinshasa. Après 5 années de travaux, la nouvelle tour du Pullman rouvre ses portes, marquant une étape majeure pour le groupe Accor et pour le secteur de l'hôtellerie en RDC.
Entièrement rénovée, la tour du Pullman affiche désormais des nouvelles ambitions. Avec plus de 300 chambres, l'établissement double sa capacité d'accueil et se repositionne comme l'un des pôles majeurs de l'hospitalité et des affaires dans la capitale congolaise. Modernisation des infrastructures, montée en gamme des services et aménagement de nouveaux espaces de séjour, tout a été pensé pour répondre aux standards internationaux tout en renforçant l'attractivité de Kinshasa sur la scène touristique et économique. C'est un moment important pour le Pullman, c'est un moment important pour le groupe Accor. Le groupe Accor a été très dynamique cette année en RDC. Nous allons ouvrir même prochainement les étages du 17e au 21e avec des suites présidentielles, un executive lounge et des appartements de luxe. Le Pullman et les grands hôtels du Congo sont vraiment dans une dynamique forte. Au-delà de la modernisation de l'infrastructure, cette réouverture symbolise aussi la volonté du groupe Accor de consolider sa présence en Afrique centrale et d'accompagner la dynamique économique de la capitale congolaise. Et pour marquer cette nouvelle ère, l'hôtel prévoit également un rendez-vous culturel d'envergure. Une nuit de sapeurs sera organisée à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition de l'icône de la musique congolaise Papa Wemba, figure emblématique de la SAP et de l'élégance congolaise. Une manière de célébrer à la fois la renaissance d'un lieu mythique et l'héritage culturel qui fait la fierté de Kinshasa. Et puis la question de la mobilité en milieu rural en RDC était au cœur d'une soutenance de thèse intitulée « Mobilité et accessibilité, enjeux cruciaux du système des transports en RDC », un travail réalisé et défendu par Bienfait Oisey. Reportage. Ces déplacements en milieu rural restent un véritable parcours du combattant en RDC. Une réalité au cœur de la soutenance des thèses du chercheur Bienfait Oisey, organisé à l'Université catholique du Congo. Devant un jury composé d'éminents professeurs, les récipiendaires a défendu sa thèse de doctorat en économie et développement intitulée « Mobilité et accessibilité, enjeux cruciaux du système de transport en milieu rural en RDC ». Dans ses travaux scientifiques, le chercheur s'est intéressé à la situation du territoire des Lukula, situé entre Kinshasa et Matadi, une zone où la population éprouve des difficultés pour se déplacer. Les résultats de cette recherche révèlent un niveau de mobilité particulièrement faible, estimé à seulement 2,24% par jour. Quand on dit 2,24, ça signifie que la personne ne peut faire que 2 déplacements par jour, alors qu'ailleurs, on est déjà au moins 4 déplacements. Ça veut dire que nous sommes déjà dans une situation des gens qui sont assez isolés pour un scientifique. Il était important que je puisse voir quelle contribution apporter à la situation de cette population locale. Après la présentation, les membres du jury se sont retirés pour délibérer avant de rendre leur verdict. Déjà détenteurs de plusieurs diplômes obtenus à l'Université libre de Bruxelles, les récipiendaires a finalement obtenu la mention distinction. Un résultat accueilli sous les acclamations du public, venu nombreux assister à cette soutenance, consacrant ainsi Bienfait Oisey comme nouveau docteur en économie et développement. Revenons sur la situation de grève observée ce lundi dans la capitale. Une délégation des chauffeurs conduite par Gaston Fumu Tchamba, président du parti politique Génération 4, qui milite pour certaines suppressions des taxes, a rencontré justement le ministre provincial des Transports, Jésus Noël Cheke, qui a promis de répondre à leurs revendications. On l'écoute. Bandeko toyaki awa pour la plaidoirie et pas ministre national transport. Nous sommes opérateurs politiques. Nous militons pour la suppression de certaines taxes. Nous avons été reçus par le ministre provincial avec le conducteur-chauffeur à propos de la perturbation du transport observée ce matin dans la capitale Kinshasa. Le ministre nous a rassurés avec beaucoup d'espoir. Il nous a garanti de soumettre et plaider cette cause auprès du gouverneur de la ville. Excellence Daniel Bumba, na bango bakozwa mesure selon ba demande ya bandeko pour na makambo etali ba multiplicité ya ba taxes ba tracasserie au bango baza komona bandeko na biso. Les chauffeurs ont promis de suspendre la grève momentanément. Ils demandent à tous les conducteurs de reprendre les services demain matin en attendant la solution de l'autorité de la ville.
Alors, je pense nous avons constaté la souffrance de nos compatriotes. Demain, même pour la ville de Kinshasa et Bunga, l'excellence Daniel Bumba, il faut organiser dialogue. Grève et si la tina 0 heure lobby tozongi musala. Bandeko oyo babimaki na souffrance bazozonga peka na souffrance parce que biso tozo souffrir. Nous serons sur la chaussée, mais la grève sera levée complètement à condition que les tracasseries et la multiplicité des taxes soient suspendues. Yango excellence atamboli makolo la biso atoki lokola biso yango tozo pese longoya papa Caston bitumba oyo tocheloka na maboko na. Au Kasaï-Oriental, la mission de supervision du Fonds de promotion de l'industrie ne se limite pas aux grands chantiers d'infrastructure. Elle s'intéresse aussi aux initiatives locales qui participent à la formation et à l'encadrement des jeunes qui sollicitent l'appui financier de cet établissement Alain Bikaï. Après la visite de plusieurs projets structurants dans la province, la délégation conduite par le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastak Birindoa, se rendit en Boujimaï pour découvrir des ateliers de menuiserie engagés dans la formation professionnelle. Dans ces structures artisanales, des jeunes apprennent chaque jour les techniques du travail du bois, fabrication de meubles, utilisation des machines et transformation des matériaux. Un apprentissage qui leur offre des réelles perspectives d'insertion dans la vie active. Pour les responsables de ces ateliers, la mission ne se limite pas dans la production. Il s'agit avant tout de transmettre un métier et de permettre aux jeunes d'acquérir une autonomie professionnelle. Pour les fonds de promotion de l'industrie, ces initiatives artisanales contribuent à la création d'emplois et à la valorisation du savoir-faire local, tout en soutenant la dynamique économique de la province. Nous avions visité 2 menuiseries, dont celle tenue par le diocèse. Notre intention est vraiment de soutenir ces artisanaux afin de soutenir évidemment la création d'emplois de ces jeunes qui ne sont plus désœuvrés aujourd'hui simplement parce qu'ils se sont réunis pour travailler ensemble et gagner de l'argent ensemble. La mission de supervision du FPI se poursuit au Kasaï-Oriental avec la visite d'autres projets financés afin de s'assurer que chaque investissement profite réellement aux populations. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. 23h, vous allez retrouver Robert Ndeye-Chisensé. Je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.